felt like the sand. How far up the river would you go to meet me again? And I build a cathedral with the shells that you hid in the hole in a tree. And I love the words you said when I told you what the ravens sing in my dreams. You pushed on my heart every night and every day to keep me alive. And you kissed my mouth and I learned to walk and I learned to try. Oh, can you hear the horses? It means the season changes. It means the season changes. When the river overflows, I run to the bridges. I run to the bridges. And for now, don't be afraid. If the sun never rises, the sun never rises. There's a time to let it grow. There's a time to let it slow. And a time to let it go. Longtemps, c'est Jackie Seton, l'importateur de Pioneer France, qui fut propriétaire du plus grand yacht à moteur de l'Hexagone, le Belle France, avec ses 55 mètres de long. Il était talonné de près par l'ancien navire du président américain Henry Ford, le Beestander. À y regarder de près, il y a les navigateurs à voile et les navigateurs à vapeur. Et ces deux mondes se côtoient sans se parler, sans vouloir se connaître. Ils se snobent. Ils n'ont en fait rien à voir entre eux, sauf, parfois, de faire des affaires via des intermédiaires et d'avoir motorisé en principal ou en accessoire de manœuvre portuaire un gros moteur diesel. Ceux qui vaporisent, en fait qui dieselisent, sont des fats, d'odieux personnages, vulgaires et prétentieux, assurent sans rire les aristocrates propriétaires de voiliers classiques, évoquant leurs confrères qui possèdent des bateaux à moteur en principal. Les voileux se considèrent comme la seule véritable aristocratie de la mer. Ce sont eux qui se retrouvent au Yacht Club de France, section Saint-Trope pour les Wals, entre vrais membres seulement qui participent à des concours d'élégance huppés, qui se reconnaissent entre eux, rien qu'à l'odeur, et partagent un sens de l'honneur, de l'esthétique et un certain savoir-vivre réservé à l'élite. Les marins d'eau plate qui préfèrent remplir un yacht de diesel plutôt que de remplir un spinnaker avec le vent ne font rien que se poser là et boire en se faisant remarquer « c'est très vulgaire ». Moquait Nicolas Lazarès, un grand banquier et financier américain, parti naviguer pour l'éternité pour compenser le stress accumulé à Wall Street. L'antagonisme est réel entre les férus fondus de voile et les abominables passionnés de bateaux à moteur, souvent surnommés vulgairement des promène-couillons, fussent-ils des yachts de plusieurs dizaines de mètres, ou même des rivas première génération, des canots automobiles en acajou verni, comme celui qu'utilise François Pinault à Venise
pour se rendre de l'aéroport à sa fondation du Palazzo Grassi sur le Grand Canal. Les voiliers demeurent moins ostentatoires, plus discrets en dépit des trésors d'ingéniosité et de design que déploient les fabricants de yachts à moteur pour rendre leurs bateaux élégants et chics. Mais ce distinguo hâtif est trop simple pour être vrai. De notables exceptions le prouvent, comme la famille Rothschild au XIXe siècle ou dans les années 70, Juan Carlos, le roi d'Espagne, qui possédait l'un des plus rapides sport yachts du fabricant de navires premium Palmer Johnson, le célèbre Fortuna. Car les aristocrates et les familles royales européennes ont de tout temps apprécié les bateaux à moteur. Swimming swans, ferry boats, or will you lead me to the fjords? I drew a ghost on my shirt. Tara Getty, petit-fils du magnat du pétrole, Jean-Paul Getty, considéré à sa mort en 1976 comme l'homme le plus riche du monde, est un autre exemple éloquent. À la tête d'une fortune colossale, l'héritier possédait 2 splendides yachts classiques à moteur, construits au début du XXe siècle, à bord desquels il passait le plus clair de son temps quand il n'était pas dans l'une de ses propriétés de la côte ou de New York, ou dans sa réserve privée de 24 000 hectares en Afrique du Sud, Pinda Getty. Son père et son grand-père, propriétaires avant lui de navires historiques, lui avaient inculqué cette coûteuse passion, celle de redonner vie à des coques certes rouillées mais légendaires. Tara Getty assurait que préserver ces magnifiques et uniques vaisseaux était sa principale motivation. Son premier bateau, étant le Bluebird construit en 1938 et mesurant un petit 31,50 m. Tara Getty l'avait acheté en 1994 et tenté de le restaurer. « Je suis heureux de montrer ce que nous avons accompli avec Bluebird », écrivait-il dans la préface du livre qu'il avait fait éditer en prévision de la sortie du chantier naval, où il n'est jamais allé. J'espère que cela encouragera d'autres personnes à restaurer des yachts classiques. En réalité, il n'a strictement rien fait. Mais le plus imposant de la flotte familiale était, et est toujours sans aucun doute, Talita G, le navire amiral de Getty, qui avait acheté ce yacht conçu en 1927, 82,60 mètres, tout de même un record pour l'époque, dans les années 80. Entièrement restauré en 1993, rebaptisé Talita, il a bénéficié d'investissements très lourds de la part de la famille Getty. Mais loué à de riches particuliers, il affiche complet plus d'1 an à l'avance. Et chose rare, mais signe des temps, il est possible de suivre les aventures de l'équipage de Talita G sur le web. Toutefois, les véritables propriétaires de yachts anciens à moteur sont rares, si l'on regarde le nombre d'unités en circulation sur les mers du globe. À Saint-Tropez, Antigua ou Portofino, ce sont surtout les mini-paquebots rutilants et vulgaires que l'on remarque. Presque tous sont propriétés de compagnies de charter d'hyperluxe. Tout comme avec les automobiles classiquement classe, comme les marques disparues, Bugatti, Delahaye, Hispano-Suiza, Voisin, Duensberg. Ces amateurs d'authentique mécanique marine classique partagent avec les passionnés de voile ancienne
un certain nombre de valeurs. Un art de vivre bien différent des récents acquéreurs de monstres marins que l'on pourrait prendre pour les méchants des romans de John le Carré avec leurs gadgets technologiques, bien loin des gentlemen navigateurs à voile ou à vapeur. Il y a chez ces amateurs d'antiquités flottantes le goût des belles choses et du patrimoine naval. Une caractéristique qui les rapproche des détenteurs de châteaux ou de demeures historiques. Talitagé a été réquisitionné par l'US Marine pendant la Seconde Guerre mondiale et armé comme navire de guerre. Plusieurs photos du bateau prises en 1942 à Pearl Harbor témoignent de son engagement dans le conflit. Autant de caractéristiques qui lui confèrent une place particulière dans l'histoire du yachting à moteur. Caractéristiques qui a pesé au moins aussi lourd dans la décision d'achat de ses propriétaires successifs que le fait de savoir qu'il s'agit pendant de longues années du plus grand bateau de plaisance privé, ce qui confère un prestige certain à son propriétaire, mais n'en diminue pas son mérite de l'avoir sauvé d'une destruction annoncée. Eystein n'était pas un grand navigateur, et peut-être même pas un navigateur médiocre. Il ne faisait ni course ni croisière, mais il comprenait cet agréable mélange d'action et d'inaction, le frisson qu'il y a à glisser dans la béatitude scintillante au coucher du soleil. Les voiliers attirent les cinglés et les génies, ainsi que les romantiques auxquels leur bateau offre une image rebelle. Ils succombent à tout et rien du moment qu'il y a de l'eau et du vent. Mais ce qu'ils ont du mal à saisir, ce n'est pas qu'il ne s'agit pas des bateaux en eux-mêmes, mais plutôt de ces moments inexplicables sur l'eau quand le temps ralentit. Toute l'industrie du yachting repose sur une sensation, une émotion. Pour devenir un plaisancier, il ne suffit pas d'avoir de l'argent. Dans tous les ports, on trouve un nouveau propriétaire qui a manœuvré comme un illuminé et éventré son bateau en percutant si violemment le quai de ravitaillement qu'il a fait un trou à l'avant de son investissement maritime, car il ne trouvait pas le frein. Les bateaux ont-ils une âme ? Apparemment. Du moins, leur essence se mêle-t-elle à celle de leurs propriétaires, et de même que les gens finissent par ressembler à leurs chiens, ils finissent par ressembler à leurs bateaux. Le navire Bluebird of 1938, de type yacht, a été construit en 1938 suite à une commande de Sir Malcolm Gamble, alors qu'il était l'homme le plus rapide sur Terre avec son étrange Bluebird, son motif étant de posséder un yacht pour aller à la chasse au trésor. En 1930, muni d'une carte au trésor authentique, obtenue on ne sait où, il avait effectué un voyage aux îles Coco dans le yacht d'un de ses amis et découvert une série d'indices menant à un fabuleux trésor. Mais l'utilisation de ce yacht n'était pas illimitée et il fut forcé de retourner au Royaume-Uni. Frustré, il a alors décidé de posséder son propre navire pour un nouveau voyage de chasse au trésor. Pour la conception du yacht Bluebird, Gamble s'était tourné curieusement vers G.L. Weston & Co., une société plus célèbre pour la fabrication de tondeuses à gazon que de yachts à vapeur, parce que, inoptisé par Malcolm Campbell, Mr. Bluebird, le big boss Rennie Barnett lui avait proposé de créer un yacht différent, inspiré par le paquebot Queen Mary, l'icône d'alors du design marine. Le yacht Bluebird 4 est ainsi né, affublé d'une poupe de croiseur avec un profil élégant autorisant de bons et généreux volumes intérieurs, le tout dans une coque qui était beaucoup plus adaptée à des voyages sur tous les océans du globe que les yachts à franc-bord limités de la même période. Le trésor longtemps recherché est resté introuvable, d'autant plus que le périple océanique du Bluebird fut trop tôt interrompu par la guerre, 39-45, comme il s'est vaillamment illustré en servant à l'évacuation des troupes du corps expéditionnaire britannique durant l'encerclement de Dunkerque par les hordes nazies. Cela lui a valu une place durable dans l'histoire. Mais
Il a ensuite été réquisitionné pour devenir un navire d'inspection douanière sur le Mersey pour effectuer des contrôles ciblés au large du port de Liverpool. Et fin 1941, Bluebird est devenu un navire de patrouille de la Marine royale au large de l'Irlande du Nord, avec un canon installé sur son pont avant et disposant d'un équipage de 18 marins. Avec le retour de la paix et la désaffectation de son engin de vitesse, l'Oiseau Bleu, Campbell était fatigué de tout et était devenu trop vieux pour entreprendre de longs voyages. Il a vendu le yacht Bluebird et il est décédé peu après en 1948. De ses propriétaires successifs après la guerre, Jean-Louis Renault, propriétaire des automobiles Renault, est le yachtman qu'il a possédé le plus longtemps, 25 ans, de 1948 jusqu'en 1973. Au cours de ces années, où le Bluebird avait été rebaptisé Sterop, il a effectué d'importants travaux, notamment le remplacement des moteurs Ruston et Hawksby originaux. Jean-Louis Renault a aussi malheureusement considérablement fait modifier son profil, englobant une grande partie des zones extérieures avec d'affreuses nouvelles structures en acier. Ainsi déguisé, le Bluebird a été finalement vendu à Mr. Kohlberg, un riche Californien de Long Beach, qu'il a rebaptisé Jannick, et fait peindre dans une abominable couleur verte, une teinte alors à la mode. Il l'a vendu en 1994 à Tara Getty, l'héritière de papa, qui a tenté, on ne sait pas trop bien quoi et qu'est-ce, et l'a vendu à un ex-capitaine de haute mer, ancien néerlandais en 1995, qui l'a amené à Rotterdam, où il va servir à des excursions d'un jour, puis des croisières dans la mer Baltique et de la côte sud de l'Angleterre durant les étés. Ensuite, le bateau devenant une épave a été couché sur une rive de l'Elbourg à Schwebswerf Balk. Heureusement, un Anglais, Bob Harvey George, a su voir sa beauté cachée à travers ce déguisement et a sauvé le Bluebird, le faisant revenir à son profil original. Ce fan de Malcolm Campbell, devenu propriétaire d'un de ses fameux véhicules de record de vitesse, l'Oiseau Bleu 5, cherchait en effet un yacht de taille moyenne pour ajouter à sa petite collection de yachts classiques à moteur. Il avait cherché à examiner de nombreux yachts à moteur traditionnels après la guerre, mais ses enquêtes et expertises révélaient que trop de travaux importants étaient nécessaires, qui ne semblaient pas justifiés sur ce navire trop récent. Dans sa frustration, Bob Howard George avait finalement pris contact via son courtier Nike Edmiston avec William Collier, qui venait de racheter G.L. Weston & Co. et avait gardé un œil sur quelques navires survivants, dont l'ex-Bluebird, rebaptisé plusieurs fois, qui était presque devenu une ferraille de légende. Il disposait d'un excellent pédigré qui répondait à pratiquement toutes les exigences de Bob Howard George. C'était pourtant une entreprise complexe et difficile. Une grande partie de la coque en acier de l'Oiseau Bleu était encore intacte, mais en raison de problèmes de stabilité causés par sa superstructure lourde et rouillée de partout, il a été décidé de reconstruire la superstructure entière, ce qui a permis à l'entreprise de carénage Astilleros de Majorque, s'appuyant sur le savoir-faire de diverses équipes d'artisans très compétents, de réaliser un miracle maritime à grand renfort de livres sterling. La superposition du magnifique look des années 30 avec des technologies contemporaines atteignant une sorte de magnificence sans compromis, un véritable testament. En mai 2007, Bluebird 4 a été achevé et a quitté Palma, revenu pleinement à la vie. Tandis que ses capacités de tenue de mer ont dépassé les attentes, il croisiérait confortablement à 12 nœuds, une attention toute particulière ayant été portée à l'atténuation des vibrations et des bruits de la machinerie, tandis que le confort en mer avait été renforcé par des stabilisateurs. Depuis son départ de Palma où il avait été restauré, le Bluebird naviguait longuement face aux côtes françaises, italiennes, grecques et turques, ainsi qu'aux Caraïbes, et son profil élégant restauré y faisait tourner les têtes dans tous les ports d'escale. En 2010, Bluebird a mené en tête la flotte navale
commémorant le 70e anniversaire de l'évacuation de Dunkerque et accueillit à son bord S.A.R. le prince Michael de Quinte. C'est Valérie de Perlengui, directrice des éditions Paval à Saint-Tropez, qui édite le nouveau magazine Chrome et Flamme, créé par Patrice de Bruyne, qui s'est lancé avec ce dernier dans l'aventure de vouloir racheter le Bluebird en coparticipation avec un propriétaire français de mines d'or en Afrique. Dit-elle, je sais que c'est un pari très osé, je sais aussi que son propriétaire ne veut pas vendre, mais j'ai un bon espoir. Patrice voudrait alors le rebaptiser Chrome et Flamme, mais pour ma part, j'hésite. C'était la fabuleuse histoire de deux yachts classiques. C'est aussi l'histoire de ces propriétaires de navires historiques qui, grâce à leur coûteuse passion, ont redonné vie à des coques certes rouillées, mais légendaires. By the meeting of the ropes, I just fell to my knees when I knew I had to make a choice. It's a shame you said that I may never know how far I can sometimes go. How far I can sometimes go. And while my boat is drifting away by the shore of Miami Bay, I'm still trying to figure out the end of what I was starting to say. And you found all the footprints that I left in the loan when I spied on you every night. And I wish there was a secret that you said in your sleep, just a word that I could keep, or just a word that I could keep. And while my boat is drifting away by the shore of Miami Bay, I'm still trying to figure out the end of what I was starting to say. And I wish I was a comet to crash on your field, just to be remembered. And I wish I was a comet to crash at your feet, or just to be remembered. While my boat is drifting away by the shore of Miami Bay, I'm still trying to figure out the end of what I was starting to say.